Bon, bonjour Clémentine Fauconnier. Bonjour. Donc, tu es maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Haute-Alsace et tu as participé au dernier numéro de La Pensée, le numéro 411, que nous avons coordonné avec Franck Duchesne sur le Parlement et l'autoritarisme. Et donc, tu écris un article dans ce numéro où tu étudies les relations entre les représentants du pouvoir exécutif et le Parlement, la Douma, après le démantèlement de l'Union soviétique. Donc, pourrais-tu revenir sur la place qu'occupe le Parlement face à la prééminence du président? Alors, tout à fait, le prééminent, c'est tout à fait le terme, puisque la Constitution, donc après l'effondrement de l'URSS, en 91, une nouvelle Constitution formellement démocratique a été adoptée en 93, et cette Constitution, il se trouve qu'elle a été très fortement inspirée de notre Constitution à nous, de la Ve République. Donc, elle est bien démocratique, et elle l'est toujours, d'ailleurs, jusqu'à 2022, c'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui que la Russie n'est pas un régime démocratique, c'est pas tellement en raison des institutions au sens le plus formel, mais en raison des pratiques que les acteurs et notamment les dirigeants adoptent. Mais donc, il y a quand même bien, comme on le sait quand on s'intéresse à la Ve République, une asymétrie assez importante entre la présidence et le Parlement. Et ça, c'est déjà le résultat au départ d'un passage de l'URSS à un État qui se voulait démocratique, puisque c'était l'objectif à ce moment-là, qui lui-même a été extrêmement conflictuel. Qu'est-ce qui s'est passé entre 91 et 93 ? On était dans une situation de transition, indépendamment de toute constitution écrite. Il y avait encore la constitution soviétique qui était en vigueur, mais qui n'était plus du tout possible à respecter. Et donc, on avait des interactions très dures entre les acteurs et qui n'étaient pas du tout constitutionnellement encadrées. Et à ce moment-là, on a eu donc un conflit très dur entre celui qui était déjà le président, donc Boris Yeltsin, et puis ce qui était le Soviet suprême, à l'époque l'organe législatif. Et le conflit, le désaccord entre les deux parties a été tellement dur qu'il s'est soldé dans le sang en octobre 93, à un moment où Boris Yeltsin a décidé tout simplement d'envoyer les chars contre le Parlement. À l'issue de cette crise majeure, il y avait en parallèle donc plusieurs projets de constitution qui étaient eux-mêmes en débat. Et à l'issue de cette crise, il a été décidé que la meilleure solution, ce serait de trouver un arrangement institutionnel qui favorise la présidence pour qu'en cas de désaccord majeur, il n'y ait pas finalement d'effusion de sang. Et donc, c'est pour ça que certains parmi les membres de l'Assemblée constituante, certains connaissaient très bien le droit français et on dit si vous voulez une constitution où on a une telle asymétrie, eh bien, il faut tout simplement vous inspirer de la Ve République. Est-ce qu'il faut s'en vendre? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, il y a une prééminence avec des institutions finalement donc, qui ne sont pas du tout exotiques pour un Français, avec un président, un Premier ministre, une Douma donc, qui peut, à certaines conditions, être dissoute. La principale différence, évidemment, entre la constitution russe et la française, c'est le fait que la Russie est un État fédéral. Et pourtant, malgré ce que tu évoques, c'est-à-dire la faible place de la Douma, tu évoques également quand même des moments politiques dans l'article, au cours desquels la relation entre le président et le Parlement demeure difficile, voire même parfois un peu conflictuelle, et ce qui laisse alors penser que le Parlement peut aussi quelque part résister au pouvoir exécutif. Oui, tout à fait. C'était encore le cas dans les années 90, cette fois-ci pour des raisons politiques. C'est-à-dire que Boris Yeltsin, donc le premier président russe jusqu'à 2000, après c'est Poutine, ne voulait pas s'appuyer sur un parti présidentiel pour gouverner, parce qu'il considérait justement qu'il était au-dessus des partis, et par ailleurs que le terme de parti politique lui-même faisait trop référence à l'Union soviétique. Et donc, le résultat, c'est comme il n'y a pas eu de stratégie ou d'investissement dans une organisation partisane qui soutienne le président dans la branche législative du pouvoir, eh bien, finalement, il n'avait pas de majorité en sa faveur au Parlement. Et donc, même dans une constitution type Ve République, si le président n'a pas la majorité en sa faveur, le Parlement a quand même énormément d'instruments pour pouvoir s'opposer à lui. Et ça a été le cas à plusieurs reprises dans les années 90. À un moment, le sommet, je dirais, qui montre cette tension importante entre le président et le Parlement et qui a été finalement en la faveur du président, c'est en 95, les élections législatives ont vu la victoire des communistes. Alors, c'était une victoire, ce n'était pas du tout la majorité absolue, c'était une majorité relative, mais à ce moment-là, on aurait pu être dans une situation de cohabitation, c'est le choix qui a été fait en France, et Boris Yeltsin est parvenu à passer par-dessus cette espèce qui aurait pu être une solution et à nommer malgré tout un ministre et un gouvernement avec finalement un seul communiste, et donc du coup de passer en force. La Douma a plusieurs fois tenté, il y a même eu une tentative d'impeachment, puisque ça existe dans la constitution russe, mais sans jamais avoir une majorité non plus suffisante. On était dans un contexte politique où la représentation est extrêmement fragmentée, et donc en l'absence d'une réelle opposition numériquement importante pour pouvoir rentrer
dans un rapport de force vraiment décisif avec Boris Yeltsin. Il y a bien eu des moments où on avait des tensions entre les deux, mais pas suffisamment non plus pour que je dirais, le Parlement puisse reprendre la main ou même être en situation de gouverner. La deuxième chose, je dirais aujourd'hui, mais c'est bien moins, puisque la solution qui a été trouvée par Vladimir Poutine, c'est bien de s'appuyer sur un parti du président et donc qui est maintenant ultra majoritaire, c'est que les stratégies de l'opposition, et notamment de Alexei Navalny, qui est le plus connu aujourd'hui et qui est en prison maintenant depuis un certain temps, la stratégie de Navalny, malgré tout, c'était de profiter des élections législatives, notamment des élections législatives, pour essayer de faire avancer la représentation de l'opposition et faire perdre au parti qui soutient Poutine, donc à Russie Unie, sa majorité. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé, il n'y est pas arrivé. En 2011, malgré tout, il est arrivé pour la première fois à ébranler un tout petit peu le système, c'est-à-dire à faire reculer très nettement, malgré tout, le score de Russie Unie, ce qui montre bien qu'avec les stratégies ajustées, on arrive un tout petit peu à faire bouger une vie politique qui, par ailleurs, est extrêmement monolithique. Donc, ça reste un levier, pour l'instant, pas décisif, mais ça en reste un potentiel. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, mais la présidence de Poutine, elle semble marquer quand même un tournant malgré tout, et notamment par l'intermédiaire de ce parti politique, Russie Unie, qui semble quand même avoir un impact très important sur la disparition du Parlement russe comme contre-pouvoir. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire deux mots ? Exactement. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, l'apparition de l'apparition, ça n'a absolument rien de spontané. C'était vraiment une stratégie tout à fait pensée et très volontaire de la part de Poutine et de son entourage, donc dès son arrivée à la présidence en 2000. Elle permet de domestiquer le Parlement et de le contrôler à double titre. Premièrement, parce qu'avec une majorité écrasante, dès 2003, Poutine a en sa faveur plus des 2/3 des sièges à l'Assemblée, ce qui est énorme et qui permet de faire passer n'importe quelle réforme comme une lettre à la poste. Donc ça, évidemment, d'avoir une majorité en sa faveur, ça permet de faire disparaître de fait, pour l'essentiel, la possibilité pour l'Assemblée de jouer un rôle de contre-pouvoir. Deuxièmement, le deuxième enjeu qui s'est surajouté à celui-là, c'est le fait que Russie Unie reste un parti certes pléthorique en termes de poids électoral, mais très léger en termes de poids politique. C'est-à-dire que vraiment l'essentiel de levier de pouvoir est concentré aujourd'hui dans la branche exécutive du pouvoir, au Kremlin, au sein de ce qu'on appelle l'administration présidentielle. Et donc, le parti en lui-même n'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler un parti dirigeant, comme a pu l'être, par exemple, tout simplement le Parti communiste de l'Union soviétique, ou comme l'ont pu être certains partis en contexte autoritaire, comme je pense, par exemple, le Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique. Voilà, c'est vraiment, donc, Russie Unie est pour l'essentiel un parti aux ordres, un parti où la diversité idéologique qui existe bel et bien n'est pas du tout institutionnalisée, et donc il n'y a pas de courant qui réellement, discuteraient entre eux avec des tendances majoritaires et des tendances minoritaires. Un parti qui a des fonctions programmatiques très, très limitées. C'est avant tout un parti qui permet de faire campagne, mais pas du tout d'avoir des fonctions programmatiques. Un parti où il y a formellement des primaires qui existent, mais pas pour la désignation du candidat à la présidentielle. Donc, évidemment, cet enjeu-là aussi n'est pas du tout présent. Et donc, finalement, avec un parti en plus qui est complètement sous contrôle, le Parlement perd encore plus, je dirais, tout le potentiel de contre-pouvoir ou au moins de délibération qu'il pourrait avoir. Bien, merci beaucoup Clémentine Fauconnier. Donc, on peut retrouver ton article dans le numéro 411 de La Pensée, qui est disponible donc sur Kern ou à l'achat aussi sur le site de la Fondation Gabriel Péri. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.